Donc, encore une fois, bienvenue à ce deuxième webinaire concernant l'application des sciences comportementales pour relever les défis actuels de la durabilité. Merci d'être présents si nombreux aujourd'hui. Nous avons notre invitée Milena Nikolova avec nous aujourd'hui, qui est experte dans le comportement humain et le tourisme, qui va nous présenter les applications de ces connaissances aux défis les plus actuels dans le secteur du tourisme. Juste avant, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous présenter ce projet grâce auquel nous avons ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire fait partie d'un projet européen qui s'appelle BEST, Behavior Smart Community for Tourism, la communauté intelligente de comportement pour le tourisme, qui est financé par Erasmus+, qui vise à créer une communauté de pratique autour des sciences comportementales, la pratique et le tourisme pour pouvoir partager les connaissances les plus récentes à ce sujet. L'idée est de pouvoir sensibiliser sur le potentiel des approches comportementales pour faire face aux enjeux les plus actuels. Quand on parle de la durabilité du tourisme, nous sommes très fiers en tant qu'Avitem d'être responsables de ce projet et d'avoir en tant que partenaire The Behavioral Insights Team et BeSmart, qui sont deux organisations leaders dans l'Europe et le monde autour des sciences comportementales appliquées. Avant de commencer, je souhaiterais vous rappeler que ce webinaire est interprété en français. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent écouter la version française, il suffit de cliquer en bas de votre écran. Il y a un bouton en forme de globe. Vous cliquez sur le canal français ou bien vous pouvez continuer à écouter dans l'anglais, la langue d'origine. Si vous voulez poser une question ou faire des remarques, je vous invite à utiliser le chat, la boîte de discussion. À la fin du webinaire, nous allons laisser du temps pour les questions, donc n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de cette session d'1 heure et demie. Pour vous parler maintenant du genèse de ce projet, il est né de cette idée qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux modèles pour pouvoir traiter de la durabilité du tourisme. Nous pensons que mieux connaître le comportement humain et adopter une approche plus centrée sur les humains va nous aider à faire face aux défis de ce secteur. C'est pour cela que nous avons créé ce cycle de webinaires que je vous montre à l'écran maintenant avec BIT et Behavior Smart. Je vais vous guider tout au long de cette aventure ensemble. Nous avons commencé en septembre avec Alice Kampf de l'équipe Behavioral Insights, ce qui a donné une vue d'ensemble du comportement humain, comment le cerveau humain fonctionne lors de la prise de décision. BIT, cette équipe a donné plusieurs exemples concrets concernant l'application de ces connaissances dans la politique publique, dans les services, dans les programmes pour le bien commun. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus en profondeur dans les défis spécifiques liés au tourisme avec beaucoup d'exemples à l'échelle de la destination. Le 19 janvier 2023, nous allons commencer à rentrer dans les aspects méthodologiques. Comment cela est-il possible? Comment concevoir et mettre en œuvre des interventions capables de fonctionner? Si cela vous intéresse, si vous êtes intéressé par cette question de comment cela fonctionne, je vous invite à nous rejoindre pour ce troisième webinaire. Notre quatrième webinaire en mars regarde vers l'avenir du tourisme et comment les sciences comportementales peuvent jouer un rôle pour faire face à tous ces enjeux.
Je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter et de vous abonner à notre newsletter et notre mailing. Cela vous donnera toutes les dernières informations, les enregistrements de ce webinaire et le formulaire d'inscription pour les webinaires suivants. N'hésitez donc pas à rejoindre notre communauté en ligne en vous abonnant au groupe LinkedIn, qui est notre espace virtuel pour cette communauté de pratique. Sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à Milena, qui va se présenter et nous aider à cheminer ensemble pendant 7h30. Merci beaucoup, Julia. Merci pour cette introduction excellente. Et merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais commencer l'intervention d'aujourd'hui ou bien poursuivre notre webinaire avec un petit résumé de ce qui a été partagé la dernière fois. Cette Behavioral Insights Team a présenté les principes de base qui sont utilisés dans les sciences comportementales pour pouvoir avoir un impact à l'échelle de la politique ou pour les programmes stratégiques pour pouvoir comprendre comment s'opère la prise de décision, les interactions humaines. Donc, pour vous résumer les points clés relevés la dernière fois, un des fondements théoriques clés pour l'application actuelle des sciences comportementales se base sur la théorie des deux systèmes de la prise de décision qui sont utilisés dans différents contextes en tant qu'être humain. Le premier système est une sorte de système intuitif, immédiate, infantile pour pouvoir prendre une décision avec le moins d'efforts possible. C'est un système de prise de décision engagé pour des décisions rapides qui ne demandent pas beaucoup d'analyse des pour et des contre de différents choix. Cette analyse et la spécialisation de notre système qui s'engage lorsque nous utilisons notre capacité cognitive pour acquérir une nouvelle compétence, quand nous engageons des processus réflexifs pour synthétiser et étudier les informations de façon analytique. Cela nous mène à identifier l'option la plus efficace. C'est le deuxième système qui est plus logique. Dans beaucoup de situations, un de ces deux systèmes va primer sur ce processus. C'est pour cela que nous observons souvent des situations où, selon le contexte, les êtres humains peuvent prendre des décisions qui sont en désaccord avec la décision plus rationnelle, plus logique. Mais en comprenant cette dualité de système, ce n'est pas un écart, une dérive de la rationalité, c'est le déploiement d'une autre technique de la prise de décision. Le défi que l'on constate dans différents contextes sociétaux et socio-économiques, dans le contexte de la durabilité du tourisme, est que beaucoup des systèmes de nos sociétés sont conçus sur la base d'hypothèses liées à la prise de décision selon le système 1. Quand nous déployons le système 1, cela fonctionne très bien. Mais nous savons que dans des contextes contemporains, et nous allons en parler plus tard, nous employons le deuxième système pour prendre une décision très rapide qui utilise des raccourcis. Et cela impacte sur la prise de décision. Et c'est là que nous voyons
un désaccord entre la conception du système et la prise de décision effective ou nos attentes concernant des comportements précis. Nous allons maintenant rentrer plus en profondeur pour voir comment cela s'applique au comportement des voyageurs et quelles sont les situations selon lesquelles les décisions sont prises dans le système 1 ou le système 2. Nous allons chercher à comprendre l'application pour la durabilité qui devient de plus en plus important depuis quelques années. Regardons maintenant à l'application des connaissances de la science du comportement au tourisme. La dernière fois, on vous a donné plusieurs exemples de comment la pensée comportementale, les connaissances comportementales ont été appliquées à la politique ou bien au contexte non politique dans différents secteurs. Nous allons aujourd'hui regarder au tourisme plus précisément. Je souhaiterais vous donner une analogie d'une autre industrie pour pouvoir résumer les points constatés lors de notre premier webinaire. Cela nous permettra de faire le lien avec la sorte de pensée qui serait censée dans le contexte de la durabilité du tourisme. Je souhaiterais regarder au secteur d'automobile. Peut-être que vous vous souvenez ou bien vous avez vu des images qui montrent que les automobiles, il y a quelques décennies, ressemblaient un peu à ce que vous voyez à gauche. Il n'y avait pas d'automatisme et beaucoup moins de confort que ce que vous voyez dans l'image à droite qui reflète une voiture contemporaine. Il y a quelque chose de très important qui a changé. En plus des améliorations au niveau de la conception, au niveau du confort, les voitures contemporaines déploient beaucoup de technologies, beaucoup de fonctionnalités qui sont intégrées dans le contexte immédiat du comportement de la conduite. Et cela pour éliminer ou minimiser la, la chance d'avoir un accident, de dériver du comportement normal, parce que nous savons qu'une erreur au volant peut mener à des conséquences indésirables sur le plan sociétal. Pourquoi fait-on des erreurs au volant? La réalité, c'est que parfois, nous ne savons pas. Nous manquons d'informations, peut-être que nous connaissons pas la route, nous avons manqué un panneau, peut-être que nous sommes distraits par un enfant derrière, par quelque chose qui se passe dans notre environnement immédiat. Parfois, nous n'avons pas de bon jugement ou bien nos sens n'ont pas été performants. Peut-être que nous regardons autour de nous, nous pensons qu'il n'y a pas de voiture, mais nous n'avons pas remarqué une femme à vélo, par exemple. Dans tous ces cas, nos erreurs sont spécifiques au moment de la conduite. Ces erreurs ne sont pas forcément associées à notre qualité en tant que conducteur ou notre manque de compréhension de ce qui est important ou non. Mais les fonctionnalités contemporaines de la voiture aident à éliminer la chance d'avoir un accident qui se produit ou que nous allons prendre un jugement, prendre une décision qui serait en dérive. Si nous oublions de nous attacher, de mettre notre ceinture de sécurité, il y a un prix qui nous oblige à mettre notre ceinture de sécurité. Si il y a une distraction, comme je viens de dire, encore une fois, il y a un son émis par la voiture. Si nous n'agissons pas, si nous ne freinons pas, la voiture peut freiner automatiquement pour nous. Donc, tous ces éléments, tous ces exemples nous montrent à quel point la conception de l'automobile, l'industrie de l'automobile a
déployer une compréhension assez réaliste de comment les personnes réfléchissent, choisissent et agissent au volant et comment le comportement humain se déploie dans le contexte de la conduite afin d'éliminer les erreurs que nous pouvons faire sur la route. Bien sûr, pour être réaliste, il faut comprendre que l'optimisation sécuritaire d'un point de vue du comportement humain qui sont déployés par les conceptions automobiles aujourd'hui ne nous mène pas à un niveau de sécurité à 100%. Il y a aussi des réglementations, il y a l'application de la loi, l'infrastructure de la route, la signalétique et sa qualité. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la maximisation de la sécurité. Mais changer le contexte immédiat du comportement de la conduite et l'intégration des solutions de conception pour éliminer des erreurs indésirables représente une amélioration significative de la sécurité. Je voulais utiliser cette analogie au début pour dire que nous pouvons appliquer cette même approche en déployant des optimisations de conception dans la durabilité du voyage, du tourisme, pour que la durabilité soit un résultat plus réaliste, plus pratiqué dans ce domaine. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples de ce que cela signifie dans le contexte du voyage, comme cela a été mis en place dans le secteur automobile. Alors, quand on regarde le fait de comprendre le comportement humain, ce qui est important, c'est de comprendre le comportement des voyageurs, surtout dans le contexte de la durabilité. Ça veut dire qu'il faut comprendre la relation des personnes à la durabilité. Pourquoi ils agissent de manière durable? Pourquoi ils n'agissent pas? Qu'est-ce qui les influence? Qu'est-ce qui influence leur prise de décision dans ce sens? Le deuxième aspect de l'intelligence autour des comportements humains dans le contexte de la durabilité des voyages, c'est autour de la compréhension du fonctionnement du comportement des personnes. Il faut concevoir des interventions, des programmes, des politiques qui s'alignent avec le fonctionnement réel des comportements humains. Comment est-ce que les personnes reçoivent des informations? Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils prennent des décisions? Ce sont donc les deux aspects du déploiement de la science du comportement dans le contexte de la durabilité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous allons être intelligents par rapport au changement des comportements en matière de durabilité, il va falloir mieux comprendre pourquoi les comportements durables sont difficiles du point de vue de l'être humain. Nous avons suffisamment d'informations des sciences comportementales pour comprendre ce qui pourrait être et qui sont en effet les raisons pour lesquelles nos approches conventionnelles pour améliorer la durabilité dans le tourisme n'ont pas été fournies de réussite. On va les regarder. Tout d'abord, naturellement, quand les personnes voyagent, ils priorisent une maximisation, une optimisation de l'expérience. Donc, imaginez que vous êtes en lune de miel et vous êtes en France et que à chaque instant que vous allez choisir entre mieux bénéficier de votre expérience et contribuer à l'action climatique, vous allez toujours prioriser votre expérience parce que c'est pour cette raison que vous êtes là. Même si vos valeurs s'alignent pleinement avec les priorités de la durabilité et que vous croyez que nous avons tous un rôle à jouer, vous allez toujours, pendant ces vacances et pendant ce voyage spécial, dans cette destination privilégiée, vous allez prioriser, mettre en priorité votre expérience. C'est l'une des raisons pour lesquelles les voyageurs, même quand ils sont conscients de ce qui est bon, de ce qui est mauvais du point de vue de la durabilité,
ils ne suivent pas toujours euh, ces aspects-là. Un deuxième aspect qui influence le comportement des voyageurs, c'est le relâchement des contrôles du comportement. Voici ce que je veux dire. Quand nous sommes à la maison, de manière générale, pendant une semaine habituelle, nous allons suivre certains principes, nous allons faire un peu de sport de manière régulière, nous allons suivre un régime particulier, nous allons peut-être éviter euh, du vin pendant la semaine, peut-être éviter des desserts pendant la semaine, par exemple. Mais quand nous partons en vacances, nous nous affranchissons de ces réglementations, de ces petites règles. Nous allons peut-être être moins disciplinés pour se lever plus tôt et aller faire du footing. On va peut-être être moins rigide sur le fait de prendre du vin un jour de la semaine. Nous allons peut-être prendre du vin tous les jours, même au déjeuner. Nous allons également nous servir en dessert, par exemple. Alors, ce sont des comportements de libération et de relâchement des contrôles. Et c'est exactement la même chose avec la durabilité. Même si à la maison, on va être très strict, très rigide au niveau de recyclage, de la consommation énergétique, quand nous partons en vacances, il est fort probable que nous relâchons un peu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, simplement sensibiliser et éduquer les personnes autour de la durabilité, ça ne fonctionne pas dans le tourisme. La troisième chose que nous savons de la science du comportement par rapport au comportement des voyageurs, c'est même si nous observons une sensibilisation accrue par rapport à la durabilité, la majorité des voyageurs perçoivent encore la durabilité et l'action climatique comme un sujet qui est débordant, qui est vraiment totalement à l'opposé de l'état de loisir, l'état qu'on souhaite avoir en vacances. Alors, même s'ils reçoivent des informations par rapport à la durabilité, ils vont rejeter ces informations parce qu'ils se disent que ce n'est pas un sujet de préoccupation pendant les vacances. Ils s'excusent quelque part. Souvent, nous savons également que les voyageurs, parce qu'ils sont nouveaux dans une certaine destination et de ses caractéristiques, ils ne vont pas forcément être au courant de la décision ou du choix le plus approprié au niveau de la durabilité parce qu'ils n'ont pas assez d'informations par rapport au contexte. Et souvent, et de manière croissante, nous nous trouvons dans des situations où nos choix en lien avec la durabilité sont basés sur des comportements et des décisions automatiques. La raison pour laquelle de plus en plus de décisions passent par ce système 1, le système de prise de décision rapide, c'est que la prise de décision est devenue beaucoup plus réactif, beaucoup plus dans le moment que par le passé. Par le passé, on prenait la plupart de nos décisions par rapport à où on allait être logé, les activités qu'on allait pratiquer, où on allait dormir, qui allait être notre guide. La plupart de ces décisions-là étaient prises avant notre départ, devant l'ordinateur ou en lisant des brochures, etc. Aujourd'hui, ce sont nos appareils, les appareils dans nos poches qui nous permettent de prendre des décisions au fur et à mesure. Et ça veut dire que nous avons vu un décalage des schémas de prise de décision. Dans le passé, la plupart des décisions ont été prises en anticipation du voyage. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de décisions sont prises pendant le voyage, quand nous sommes euh, en train souvent de prendre des décisions via le système 1. Ça veut dire que une bonne quantité de ce qui laisse notre empreinte vient des décisions automatiques.
Alors, la raison pour laquelle c'est si important de comprendre les forces qui influencent le comportement humain dans le cadre du tourisme et des comportements durables, c'est que cela nous aide à être réalistes par rapport aux facteurs qui expliquent pourquoi il a été tellement difficile d'adopter des comportements durables et aussi voir quelles seraient les bonnes interventions pour influencer ces comportements à l'avenir. Il est donc bon d'avoir une meilleure réflexion autour de ces facteurs et de comprendre quand nous évoquons les difficultés autour des voyages et du tourisme durable. Ce n'est pas une question de valeur, mais c'est plutôt un souci autour de la nature humaine et du fonctionnement de cette nature humaine dans le contexte des loisirs et du tourisme. Nous comprenons alors que les approches classiques de sensibilisation et d'éducation sont moins propices à la réussite parce que éduquer simplement ne change pas le comportement en matière de durabilité, simplement parce que ce n'est pas une question de sensibilisation ou d'éducation. L'enjeu est autour des forces que nous venons de voir. Ils font que l'éducation et la sensibilisation ne font qu'une petite partie de la solution. La sensibilisation et l'éducation ne réduisent donc pas des impacts non souhaitables. Comprendre les facteurs qui influencent le comportement des touristes nous aide à développer un nouveau schéma. Et ce schéma nous aide à comprendre que la manière de changer les comportements et de les rendre plus durables, c'est l'élimination des options non durables et intégrer la durabilité dès la conception afin d'automatiser les comportements des voyageurs. De la même manière que cela a pu être fait dans le cadre de l'industrie automobile. Alors, cette approche n'élimine pas le besoin de la sensibilisation et de l'éducation. Au contraire, l'éducation et la sensibilisation sont encore très importantes, mais ces choses deviennent plus efficaces quand nous informons le voyageur après qu'ils aient déjà agi de manière durable. Il est meilleur de les féliciter, de leur montrer qu'ils ont agi de manière durable. Souvent, agir dans ce sens aide aussi à accroître la satisfaction des voyageurs également et les aide à être plus sensibles à l'avenir dans leurs choix. Alors, au final, être réaliste par rapport au comportement humain nécessite de comprendre le fonctionnement du comportement dans le cadre de la durabilité, de manière à être plus réaliste par rapport au parcours, stratégies et programmes qui vont vraiment fonctionner pour modifier les schémas autour de nos objectifs de durabilité. Ce que nous savons par rapport au comportement humain aujourd'hui, et ça aussi en lien avec les observations autour de ces tactiques comportementales dans d'autres contextes, il s'agit de changer le contexte du comportement des voyageurs afin de changer les schémas de comportement afin d'optimiser l'empreinte de l'industrie du tourisme aujourd'hui. Nous savons également des sciences comportementales que nous devrions être ouverts par rapport au fait que si nous allons vraiment changer les comportements des voyageurs, il va falloir travailler des contextes qui rendent facile la durabilité et sans effort. Aussi que ça puisse devenir l'option par défaut quand cela est possible
Et aussi, la durabilité doit devenir non négociable et totalement automatique. Alors, dans cette prochaine partie, j'aimerais regarder un peu plus quelques illustrations et quelques exemples par rapport à l'emploi des sciences comportementales déjà dans la conception de plusieurs industries, plusieurs entreprises et de situations pour optimiser la durabilité, selon les principes que je viens de vous présenter. Alors, les cas d'études que je vais vous présenter maintenant nous montrent que être réaliste par rapport au comportement humain nous aide à développer des programmes de durabilité et des tactiques qui influencent les comportements en donnant des incitations pour les voyageurs et les employés aussi pour être plus durables. Cela rend le choix durable l'option le plus naturelle et le plus facile. Ces stratégies rendent également le choix durable le choix le plus attractif et ces stratégies permettent aussi de rendre ces comportements automatiques en supprimant le choix même. Alors, l'un des exemples les plus populaires de notre industrie vient de Virgin Atlantic. Alors, cette entreprise, c'est l'une des compagnies aériennes qui cherche à être pionnier dans la durabilité. Il y a quelques années, ils ont mis en place un effort pour encourager les pilotes d'avion à utiliser des tactiques d'économie de consommation de carburant pendant les vols, qui allaient améliorer l'empreinte carbone. Les pilotes recevaient des formations avec des manuels qui les aidaient à employer cette tactique. Ils avaient toutes les informations et cela n'allait pas forcément exiger un effort supplémentaire de leur part, mais Virgin Atlantic a découvert que c'était difficile néanmoins d'impliquer les pilotes dans ces tactiques. Ils se sont donc engagés dans une équipe de scientifiques comportementaux qui ont pu proposer des tactiques faciles, sans beaucoup d'investissement, qui ont pu influencer les comportements des pilotes. Il y avait trois tactiques. Tout d'abord, il y avait un suivi avec un bilan mensuel du comportement en matière d'efficacité énergique de chaque pilote. Et ce bilan a été envoyé à la fin de chaque mois à chaque pilote. Alors, cette action a permis d'accroître le sentiment que ces comportements allaient être suivis. Et cela seul a augmenté le fait d'employer l'une de ces tactiques d'efficacité énergique par 50%. La deuxième tactique, c'était de recevoir des informations tous les mois avec la capacité de mettre en place leurs propres objectifs. Alors, il y avait de la gamification ici. Ils se mettaient des objectifs sur leur performance pour le mois à venir. Et ça a rajouté encore 9 à 20% de la probabilité de l'utilisation d'une de ces techniques d'efficacité énergétique. L'équipe comportementale a également testé des récompenses, mais il est intéressant de voir que les récompenses n'ont pas beaucoup contribué à l'augmentation des comportements souhaités. C'était surtout la gamification et le fait de se savoir observer qui a généré le changement souhaité. Et voici, vous pouvez voir les résultats
de ce programme. Il y avait des économies de coûts sur un programme de 8 mois et la compagnie aérienne a pu améliorer son empreinte carbone et en optimisant le coût de ces vols. Donc, c'est clairement un bon exemple de l'application intelligente des tactiques comportementales pour encourager les employés à s'aligner avec les objectifs durables et avec l'amélioration des opérations durables au quotidien. Un autre exemple relève des destinations. L'un des objectifs les plus importants des destinations, c'est souvent d'accroître l'empreinte économique touristique locale en, en augmentant la demande pour des produits locaux. Et souvent, les messages qui sont donnés invitent les touristes à soutenir les producteurs locaux et acheter local parce que c'est la bonne chose à faire. Du point de vue comportemental et en lien avec ce que nous savons déjà par rapport au comportement humain, nous savons que c'est peut-être pas la manière la plus efficace de travailler. Alors, quand nous avons travaillé dans cet espace, nous avons en fait inversé cette approche en rendant les propositions locales plus attractives, en augmentant donc la demande. Si on rend le produit local plus attractif, cela permet d'augmenter cette attractivité. Et vous allez voir quelques exemples plus tard. Alors, on peut améliorer la description dans les produits, personnaliser les informations en créant un lien entre le producteur, l'agriculteur et la personne, par exemple, tout en utilisant également les prix pour améliorer la perception de la qualité et de la valeur. Ce sont tous des façons qui nous aident à optimiser l'achat local. Un autre exemple du déploiement efficace sur l'échelle de la destination vient d'un projet exceptionnel que vous connaissez peut-être. Cela s'est intervenu il y a 2 ans. C'est de la région de la Toscane, où une approche créative intelligente a su diminuer la pression autour des points chauds, surtout Florence, qui souffre du surtourisme, pour pouvoir équilibrer les flux de tourisme, pour diriger les personnes vers les zones sous-fréquentées. Il y avait une approche créative de vouloir disséminer la collection d'art concentrée dans Florence pour pouvoir les mettre dans différentes régions, à différentes parties de la région. Automatiquement, cela donne une motivation pour diffuser la concentration de ces flux. C'est une sorte de déconcentration des flux touristiques avec des incitations aux voyageurs de visiter différentes parties de la destination. Cela encourage l'exploration de différentes parties de la destination. C'est la question de comprendre que c'est la collection qui attire les voyageurs, ce qui a mené à des solutions créatives pour pouvoir permettre la déconcentration.
pour permettre une solution pour diffuser et optimiser la présence de flux touristiques de façon plus équitable dans cette région touristique. Un autre exemple à l'échelle de la destination vient de la Norvège. Il y a quelques années, l'industrie alimentaire en Norvège s'est organisée pour pouvoir faire face au problème du gaspillage de la nourriture. Sur la base d'estimation, je pense que beaucoup vous connaissez cela déjà, ils voulaient réduire ces 30% de nourriture gaspillée qui est identifié dans le secteur de la restauration. Cela a demandé une compréhension plus profonde du pourquoi de ce gaspillage de la nourriture. Cela nous a mené à comprendre qu'il y a plusieurs facteurs comportementaux qui peuvent mener à ce problème important. Tout d'abord, beaucoup de personnes, qu'il s'agisse des clients ou bien des travailleurs dans la cuisine, dans les restaurants, dans des sociétés de restauration collective, ne comprennent pas et ne savent pas combien de nourriture est gaspillée. Ils savent que c'est un problème dans l'industrie, mais cela reste assez vague. Ils ne comprennent pas les quantités concernées. La première solution était d'augmenter, de mieux sensibiliser les travailleurs et les clients de la gravité du problème pour pas pouvoir l'ignorer. Ce que vous voyez à gauche faisait partie du programme lancé pour démontrer de façon très claire, très visible, la part de nourriture qui était gaspillée. Ces visuels avec toutes sortes de denrées alimentaires ont été placés dans des zones de clients, dans les restaurants, dans les buffets, mais aussi dans les cuisines pour que les personnes qui travaillent en cuisine soient sensibilisées en permanence au problème pour pouvoir empêcher à ce que ce problème soit négligé. La deuxième tactique était pour mesurer des indicateurs précis, mais aussi pour suivre les progrès, ainsi que le déploiement d'outils pertinents et adaptés aux ouvriers, aux travailleurs de cuisine, aux fournisseurs de services de la restauration pour pouvoir changer les comportements et minimiser les pertes. Vous voyez certains des effets, certains des impacts réalisés en quelques années et ces effets continuent jusqu'à aujourd'hui. Cela nous montre à quel point un effort intégré peut combiner différentes techniques en employant les avantages de cette compréhension des facteurs comportementaux qui font partie intégrale de ce problème. Un autre exemple vient d'Helsinki. C'est un programme qui a été lancé juste avant la pandémie. Ça s'appelle Think Sustainably, penser durablement. Helsinki est une ville européenne avec beaucoup d'ambition pour la performance durable. La ville a compris que les comportements de voyage et de loisirs de ses propres résidents peuvent être changés ou en tout cas encouragés seulement si les choix durables sont rendus plus faciles. Il y avait un projet SMART qui déployait toute la puissance des technologies. Helsinki a développé une application smartphone pour les visiteurs, pour les résidents. C'est une plateforme de services pour permettre à chacun et à chacune de trouver des fournisseurs de logements, de loisirs, des activités de week-end, tout ce dont on a besoin en tant qu'opérateur urbain
ou services urbains au sein d'une ville. Cette plateforme s'est basée également sur les principes de la durabilité. Les fournisseurs avec de meilleures performances en durabilité avaient une meilleure visibilité, étaient présentés aux clients de façon très attractive pour pouvoir recevoir plus d'activités ou plus de visibilité sur cette plateforme. En back-office, la ville a travaillé avec les sociétés locales pour pouvoir utiliser, déployer des standards de durabilité, mais aussi avec des financements, des formations pour pouvoir optimiser les opérations. Et cela pour pouvoir améliorer la performance. Donc, en gros, le développement de cette plateforme pour faciliter la prise de décision des consommateurs, hein, la ville a promu et a intégré les principes de la durabilité au sein de la conception pour faire que la durabilité soit une option facile, normalisée pour les résidents et pour les visiteurs. Et en même temps, il y avait une incitation aux entreprises pour pouvoir améliorer leur performance en durabilité. C'est un très bon exemple de comment on peut faire du marketing de la destination avec la technologie et la durabilité, la performance en durabilité. Et tout cela peut être intégré et dirigé par cette compréhension de comment modifier les comportements du côté du client, mais aussi du fournisseur. C'est un excellent exemple. Je vous ai donné des exemples à l'échelle des entreprises, mais aussi à l'échelle des villes. Avant de lancer le temps de questions-réponses avec vous, je souhaiterais m'attarder maintenant sur un exemple qui prouve que les entreprises et les destinations ont des rôles complémentaires à jouer pour changer des comportements en durabilité. Parce que le comportement et les choix durables sont concernés, sont liés au choix des voyageurs, au comportement des voyageurs, mais aussi aux travailleurs des sociétés de tourisme vont se comporter. Et tout cela ensemble va contribuer à une amélioration des performances et de tout l'écosystème économique. Donc, d'un côté, les sociétés du voyage ont une opportunité pour changer le contexte ou influencer sur le contexte du comportement des voyageurs en ajustant ou modifiant la conception de leurs services. Par exemple, ces entreprises pourraient minimiser l'utilisation de plastique en éliminant les plastiques de leurs services de manière générale, ou bien en mettant des incitations ou obligeant, euh, en facilitant l'accès à l'eau du robinet pour les voyageurs, les clients, des gobelets réutilisables et d'autres moyens pour éviter l'utilisation du plastique. C'est c'est une chose qu'une entreprise de voyage peut faire pour influencer sur le comportement des voyageurs, mais tout comme on a entendu tout à l'heure, parfois il faut changer le comportement des entreprises elles-mêmes. Parfois, les entreprises n'ont aucune raison objective de, de ne pas utiliser des plastiques, de diminuer leur bilan carbone ou à économiser en énergie, mais souvent ils sont influencés par des préjugés, des idées reçues, des perceptions erronées ou bien des questions de tracas ou facteurs de coût. Et ils décident donc de ne pas s'engager dans les améliorations. Les autorités d'une destination peuvent impacter
le comportement des entreprises en fournissant des incitations pour l'optimisation des opérations. Nous parlons donc de l'écosystème de la destination avec les autorités de la destination qui peuvent influencer sur les modèles de comportement des entreprises, mais aussi des clients et des voyageurs. Et les entreprises peuvent influencer sur le comportement des fournisseurs et de leurs clients. Je souhaiterais maintenant prendre un peu de temps pour vous raconter une histoire. Je voulais vous partager une étude de cas. Cela montre comment une autorité de destination et les entreprises dans cette économie locale peuvent travailler ensemble pour déployer des techniques de changement de comportement pour impacter sur le secteur du tourisme. Cet exemple vient d'une partie que l'on aime du monde, c'est Tessin, qui est la partie italienne de la Suisse. Des efforts menés par l'autorité de la destination cherchent à soutenir les entreprises avec des techniques de changement de comportement pour mieux accélérer les efforts des entreprises en matière de durabilité qui sont déjà en place. Et cela pour s'assurer que les changements de comportement sont utilisés de façon intelligente et pertinente. Il y a plusieurs entreprises pilotes pour tester les techniques et pour s'assurer que les techniques choisies sont pertinentes pour le contexte local. Et ces techniques seront ensuite étendues à tout l'écosystème aux différentes entreprises. Je vais maintenant partager quelques exemples du travail effectué par ces entreprises qui ont osé expérimenter avec ces différentes techniques. Un groupe de tactiques a cherché à rendre la durabilité sans effort pour pouvoir bien convaincre les entreprises et les clients du Tessin. Le plus grand domaine de camping s'appelle Camofélis. C'est le plus grand domaine du Tessin, mais aussi de la Suisse de manière générale. Les efforts de durabilité en cours concernaient aussi une augmentation de la consommation de l'eau du robinet tout autour de ce domaine de camping. Il y avait plusieurs sources d'eau du robinet. L'eau suisse est extraordinaire, propre, il y a un bon goût. Il n'y a aucune raison donc que les voyageurs choisissent l'eau en bouteille, mais c'est ce qu'ils faisaient. Un des défis principaux n'était pas que les personnes aimaient les plastiques à usage unique, c'était la perception que l'eau en bouteille était plus facile et plus facilement disponible dans le domaine. Avec Campo Feliz, la solution était assez simple et amusante. Il fallait changer cette idée reçue de l'accès facilité de l'eau en bouteille en utilisant un visuel assez convivial pour que les robinets d'eau potable soient plus visibles dans le domaine. La conception est grise, cela se fond dans le décor, donc c'est normal que les personnes ne les voient pas facilement. Ils ont, pardon, développé ce visuel pour marquer les différents robinets du domaine, pour les rendre d'un coup visibles, pour augmenter cette perception que l'eau du robinet est plus facile et plus accessible que l'eau en bouteille qui doit être achetée en magasin et ramenée sur le lieu du logement. L'idée serait de mettre à disposition des bouteilles à multi-usage
pour faciliter davantage la consommation de l'eau du robinet, pour qu'il soit vraiment inutile d'aller acheter de l'eau en bouteille. Un deuxième exemple vient de Hotel Spa Internazionale avec l'accès mis sur la qualité du service. Il y a des ambitions pour être un acteur responsable dans l'économie. Pour Hotel Internazionale, il était important de minimiser l'empreinte négative sur l'environnement et d'augmenter l'empreinte sur l'économie locale. Par exemple, certains des efforts déployés par l'hôtel étaient de mettre l'accent sur les produits locaux pour qu'ils soient plus visibles, plus attrayants dans le buffet du petit déjeuner, par exemple, en signalant quels sont les produits locaux au travers d'un logo très simple. Il y avait aussi un découragement d'utilisation de plastique à usage unique. Des gobelets étaient disponibles dans chaque pièce pour encourager aux voyageurs de boire l'eau du robinet, d'éviter l'utilisation des bouteilles en plastique, avec aussi des sacs réutilisables, des sacs de course pour pouvoir acheter du vin, pour ramener chez eux ou pour autre chose. Avant, les personnes allaient faire les courses et revenaient avec un sac en plastique ou un sachet en papier qui était utilisé 20 minutes avant d'être jeté. Ces sacs de course ont donc su éliminer beaucoup de déchets. Voici certaines des techniques qui sont déployées par ces hôtels. I will move on to give you some of the other examples. Je vais donc vous donner quelques autres exemples de, du Tessin. L'autre groupe de tactiques employé par ces entreprises a cherché à engager les voyageurs dans une sensibilisation de la nature durable de leur expérience. L'une des entreprises qui a employé cette approche, c'était Monte Tamaro Parc d'Aventure. Et c'est un lieu magnifique avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'attractions. Mais l'une des choses qui a été un vrai défi pour eux, c'était que Monte Tamaro avait beaucoup investi dans la technologie et dans l'infrastructure pour optimiser la performance durable de son parc, mais cela restait entièrement invisible aux invités parce qu'ils ne comprenaient pas les solutions énergétiques employées pour l'électricité, pour alimenter certaines des attractions. Ils n'ont pas compris les différentes solutions pour assurer que toutes les installations avaient zéro impact sur l'environnement. Alors, la solution employée, c'était d'afficher la durabilité tout au long de l'expérience. Souvent, les touristes allaient passer une journée entière ou une demi-journée sur le parc dans les différentes activités. Alors, le premier pas, c'était d'identifier tous les efforts durables initiés par le parc et puis les afficher à différents moments de l'expérience. Par exemple, au point d'alimentation, il y avait par exemple des affiches pour dire que les repas et les boissons, on cherchait à éliminer l'utilisation des plastiques à usage unique et que tout ce qui est utilisé est sans plastique. On pourrait voir également dans le parc d'aventure une affiche qui explique que toutes les installations utilisent une méthode d'installation qui évite des dommages pour les arbres. Sur le parking, vous allez voir un message vous expliquant que toute l'énergie utilisée est renouvelable. Alors, ce sont de
de petits bouts d'informations qui sont insérés un peu partout autour du parc et qui font référence à une action spécifique ou un effort spécifique en lien avec le lieu spécifique où on est. Alors, cela garde la durabilité, ça aide les touristes à garder la durabilité en tête et ça les aide à comprendre qu'ils ne sont pas uniquement en train de vivre une belle expérience, mais c'est aussi sans culpabilité. Ils n'ont pas besoin de se culpabiliser pour ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, comme on l'a dit au début, beaucoup de travail qui a été fait par les entreprises au niveau individuel, cela a lieu au niveau de la destination. Je pense que l'autorité de destination au Tessin est a une approche des plus ambitieuses par rapport au changement de comportement durable et surtout autour de la mobilité. Et ça, c'est en lien avec Ticino Ticket, le ticket du Tessin. Ça a été conçu comme une approche entre la destination et les hommes et femmes politiques de la région qui réfléchissaient à la question de savoir comment ils pouvaient rendre les transports publics tellement attractifs que tous les voyageurs allaient les préférer. Et cela était important parce qu'avec l'augmentation du tourisme, ils étaient en train de voir des bouchons émerger et apparaître et des soucis au niveau des routes. Ils voulaient également encourager le tourisme lent pour encourager aussi une belle distribution sur la région et une empreinte carbone moins marquée. Si vous connaissez le Tessin, vous savez qu'ils ont un système de transport magnifique. Et donc, ce qui a été évident, c'était d'encourager les voyageurs à utiliser ce système plutôt que de louer des voitures et contribuer au trafic routier. Et l'approche qui a été employée, c'était de donner à chaque invité, chaque touriste qui dormait dans un hôtel ou sur un camping ou dans une auberge de jeunesse, c'était de leur offrir un billet pour la durée de leur séjour qui leur permet de voyager gratuitement dans les transports publics et de bénéficier aussi d'offres spéciales. Et je sais que ça peut sembler vraiment radical de proposer des transports publics gratuitement, mais en fait, ils ont pu le faire en inversant des financements. La majorité des financements sont venus de la taxe de séjour, donc les voyageurs payent ces transports. Une partie des financements viennent aussi des fonds publics, locaux et régionaux, et également il y a des sponsors et des soutiens du secteur privé. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que ça a pu présenter une offre à une destination où c'était vraiment irrésistible d'agir de manière durable et ça a vraiment changé de manière dramatique les schémas de mobilité dans la région. Aujourd'hui, la plupart des voyageurs utilisent uniquement les transports publics parce qu'il faut vraiment être cinglé pour rater cette occasion et dépenser plus et vivre des bouchons et les complexités de prendre la voiture. De cette manière, les touristes peuvent aussi aller dans les lieux plus reculés encore et ils aiment beaucoup le fait d'avoir cet accès facile au système de transport public. Alors, c'est vraiment un exemple puissant de comment une destination a pu réfléchir de manière intelligente pour financer ces facteurs organisationnels et produire une offre qui change de manière radicale les schémas de mobilité au niveau de la destination. Alors, j'aimerais un peu pour conclure, vous rappeler certains points clés. Vous avez vu que certains des changements que j'ai évoqués semblent peut-être petits et semblent exiger peu d'investissement. Mais en réalité, si nous basons nos actions sur
une compréhension réaliste du comportement réel des êtres humains et comment les gens répondent en réalité à la notion de la durabilité, nous pouvons employer des changements relativement petits pour changer la normalité. Si nous intégrons tous des petits changements intelligents sur toute la chaîne de la valeur au niveau de la destination, nous allons changer le contexte comportemental et changer le comportement général des voyageurs sur la destination. Et c'est ce qu'a pu faire l'industrie automotive, comme nous avons pu le voir au début. Alors, beaucoup de petits changements coordonnés sur plusieurs entreprises peuvent vraiment changer le contexte. Et quand on change le contexte, on peut voir un changement de focus où on cherche à trouver les bons voyageurs qui ont l'argent, qui veulent dépenser l'argent. Plutôt, on peut se centrer sur le fait que le contexte crée les bons voyageurs. Si nous créons le contexte qui rend facile ou automatique le choix durable, la plupart des voyageurs vont prendre la bonne décision, la décision souhaitable. L'autre aspect que je voulais vous dire en guise de conclusion, c'est quelque chose qu'on a aussi évoqué la dernière fois dans le premier webinaire, c'est que nous trouvons souvent les nudges ou les petits changements des conceptions de choix. Nous trouvons souvent que c'est utile et intéressant, mais si on utilise la science du comportement pour encourager et faciliter les changements, on va beaucoup plus loin encore. Si on regarde l'exemple de Tessin, on peut voir à quel point ça peut avoir vraiment des changements significatifs. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est puisque nous parlons de l'implication de la science du comportement à une grande échelle, j'aimerais dire que la technologie de voyage a un rôle spécial à jouer dans l'application de la connaissance autour du comportement humain afin de rendre la durabilité normale dans les affaires du tourisme. Parce que certains des changements que nous sommes en train de voir aujourd'hui peuvent vraiment changer de manière dramatique les choses à une grande échelle. Parce que si les plus grandes entreprises de technologie du voyage, s'ils employaient ces approches comportementales, ça pourrait vraiment changer le contexte. Et c'est vraiment un défi pour l'industrie de la technologie du voyage. Donc, merci beaucoup et je suis prête à recevoir vos questions. Merci beaucoup, Milena, de cette présentation vraiment très intéressante. Il y a beaucoup d'exemples très intéressants. Merci beaucoup. Alors, nous laissons un peu de temps aux participants pour digérer un peu ces informations. Sentez-vous libre maintenant, chacun et chacune, de poser des questions dans le chat. Ou si vous aimeriez prendre la parole, vous pouvez demander la permission d'ouvrir votre microphone. Je peux vous donner cette autorisation. En attendant les premières questions, l'expérience du Ticino Ticket m'a fait penser à une expérience très intéressante en Occitanie. Je vois qu'il y a certaines personnes qui viennent d'Occitanie et ils font beaucoup d'efforts pour promouvoir le voyage ferroviaire et ils ont créé une offre autour du voyage ferroviaire Occitanie Rail Tour et cela me fait penser à ce Ticino Ticket parce que cela rend attractif le train parce que c'est la manière la plus facile pour voyager dans la région
d'Occitanie. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont organisé cette offre avec des lignes qui, qui ont des noms qui font écho des caractéristiques du territoire. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, un réseau de métro, par exemple, dans une grande ville. Et cela fait écho à cela, et puis ça fait écho aussi à l'identité du territoire. Je pense que c'est vraiment très intéressant aussi comme approche. J'ai également peut-être une question par rapport à l'expérience à Campo Felice, par exemple. Je sais que vous étiez impliqué dans ce projet. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés au niveau du personnel de Campo Felice quand vous avez voulu les sensibiliser par rapport à ces approches comportementales, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. Les gens ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit et ça pourrait peut-être créer des barrières. Comment vous avez pu gérer cela? Oui, en effet. L'une des choses qui est vraiment intéressante quand on commence à mettre en œuvre ces approches comportementales, on peut voir qu'il y a certaines barrières et on pense souvent que les barrières sont du côté des voyageurs, mais ce n'est pas toujours le cas. À Campo Felice, on avait une équipe qui était vraiment sensible au comportement durable. Ils voulaient vraiment contribuer, ils voulaient mettre en œuvre ce changement, mais ils n'étaient pas pleinement au courant des raisons pour lesquelles les personnes choisissaient l'eau en bouteille. Mais dans d'autres cas, quand nous avons travaillé avec des entreprises dans des contextes similaires, nous voyons souvent qu'elles vont être moins hésitantes à mettre en œuvre un changement parce il se pose que retirer euh, l'eau en bouteille réduit la qualité. Donc, ils peuvent avoir plus d'hésitation par rapport à ce changement parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de priver les clients de cette option. Mais en réalité, les personnes choisissent les bouteilles, l'eau en bouteille, parce que c'est le choix le plus simple, non pas parce qu'ils croient que c'est la meilleure option. Alors, parfois, aider les entreprises à comprendre qu'elles ne vont pas réduire la qualité s'ils retirent une option, ça c'est parfois un défi. Dans d'autres situations, nous avons vu une autre barrière du côté des employés pour la mise en œuvre d'un changement opérationnel. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est le changement des serviettes dans les hôtels. Bien sûr que l'une des approches du mode défaut, au lieu de demander aux personnes de nous dire s'ils veulent que la serviette soit changée, maintenant on change le mode défaut et on dit que par défaut, on ne va pas changer les serviettes, mais vous pouvez nous appeler si vous voulez que le changement soit mis en œuvre. Mais souvent, quand on a eu des hôtels qui ont mis en œuvre cette approche, ce sont les domestiques qui gèrent les chambres qui ne changent pas leur comportement. Donc, il faut, comme Virgin Atlantic, mettre en œuvre des solutions pour montrer aux employés qu'il y a un suivi de la charge des lavages, par exemple au niveau des serviettes, pour encourager un changement au niveau du personnel, parce que parfois c'est également les employés tout autant que les voyageurs et les entreprises elles-mêmes. Oui, merci beaucoup. Je suis en train de lire une question qui vient d'Alice. Je vais la lire en anglais.
Je n'ai pas bien compris les exemples par rapport au flux des touristes, de la gestion des touristes dans les destinations. Est-ce que vous pouvez encore illustrer comment on peut mieux distribuer les personnes dans des destinations en utilisant Nudge? Oui, donc l'exemple que j'ai proposé de la Toscane, c'était une stratégie créative qui était pertinente à cet endroit. Là, ils ont pu distribuer des œuvres d'art qui étaient concentrées dans une seule galerie. Ils ont pu les distribuer sur toute la destination. Alors, des œuvres d'art qui pourraient auparavant être observées dans un seul endroit, dans une seule galerie, ont été distribuées afin que les touristes aient besoin de voyager pour voir ces différentes œuvres d'art, même dans des zones rurales. Une autre approche que nous utilisons, c'est de changer l'attractivité de certains endroits qui ne sont pas beaucoup visités, afin de changer l'attractivité de ces sites, afin d'accroître la probabilité que les touristes aient le désir d'aller les voir. C'est quelque chose qui a bien fonctionné dans les pays nordiques, où présenter un nouvel itinéraire mis en place par des personnes locales pour révéler le seul endroit où on peut voir le soleil ou la rivière d'une certaine manière spécifique ou certaines couleurs au niveau du ciel. Cela fait augmenter l'acceptation ou l'utilisation du nouvel itinéraire en réduisant également et distribuant mieux sur d'autres itinéraires. C'est une approche qui a pu être utilisée pour des visites en bateau, par exemple, ou qui utilisent la consommation de moins de carburant, etc. Merci beaucoup et c'est bien dans l'exemple que vous avez donné. La sensibilisation du personnel nous rappelle l'importance de tester ces interventions parce que sans pouvoir bien tester, on ne pourra pas anticiper ce genre de barrières rencontrées dans un contexte mais pas dans un autre. Je vais maintenant lire une autre question. L'essentiel du tourisme est concentré sur la saison estivale. Cela est bien évidemment dû au calendrier des vacances scolaires. Mais selon votre approche, comment être plus efficace dans nos communications pour étaler le tourisme sur les ailes de saison? Avez-vous des exemples en tête? This is a brilliant question. Thank you so much. C'est une excellente question. Merci beaucoup. Dernièrement, je faisais partie de discussions concernant l'avenir du tourisme et plus précisément comment le changement climatique va influencer ou devrait influencer sur les modèles de voyage à l'avenir. C'est très pertinent pour nous ici en Europe, vu que nous avons souffert de ces vagues de chaleur, de ces canicules catastrophiques. Une implication du changement de ces modèles de température, c'est que certaines destinations deviendront intolérables en été. C'est la conception sociale de notre société et de notre calendrier annuel. Une des directions, à mon avis, à explorer pour des changements de modèle au sein de notre société, cela va bien au-delà de l'influence de la demande ou des envies des voyageurs, c'est qu'il y aurait des conceptions ajustées sociales où l'année scolaire, les vacances vont être réorganisées et redistribuées tout au long de l'année. Parce que
ces modèles vont continuer à changer et les vacances d'été, les vacances à la plage vont être possibles dans les hors-saisons parce que il y a des problèmes de santé liés aux hautes températures. Je pense que dans certains pays, nous allons commencer à avoir des discussions autour de ces changements de conception sociale. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ces sujets sont extrêmement politiques en rapport à plusieurs secteurs dans l'éducation, les services public. Donc, cela ne va pas être une transition facile. Mais en tout cas, c'est un sujet fort intéressant et c'est quelque chose que je commence à voir apparaître dans la pensée stratégique concernant l'avenir du tourisme. Oui, tout à fait. Et c'est tellement vrai. Nous voyons cela s'intégrer dans le débat de plus en plus. Cela sera un changement systémique. Il y a des façons intelligentes de commencer à y réfléchir déjà. Cela me fait penser aux expérimentations dans certaines entreprises qui testent les semaines de travail de 4 jours, qui prouvent de maintenir la même productivité, mais cela change de façon assez profonde la structure. Il est plus facile de mettre cela en place au sein d'une entreprise que dans le système plus global, mais on pourrait voir des exemples intéressants des acteurs privés qui prouvent la faisabilité de ces modèles. J'ai une dernière remarque. Mais pour ceux qui sont toujours avec nous, n'hésitez pas à poser d'autres questions ou bien même partager vos propres témoignages de vos expériences. Je sais que pour certains, vous avez peut-être quelque chose à partager qui est intéressant. Moi, je voulais partager une recherche intéressante menée, découverte dernièrement avec Carla la semaine dernière. Nous avons pu écouter une présentation d'un chercheur qui travaille autour de ce concept du tourisme de la dernière chance. Il travaille spécifiquement sur les personnes qui veulent voir la glace, les glaciers avant leur disparition. C'est quelque chose de très intéressant à observer parce que on s'attendrait à ce que le profil de touristes qui souhaitent aller voir ces glaciers soit plus traditionnel, qui souhaitent y aller simplement pour voir ce à quoi cela ressemble. La recherche menée montre que la majorité de ces visiteurs sont des visiteurs qui se déclarent, qui se disent conscients de l'urgence du changement climatique. Cela ne les empêche pas néanmoins de prendre l'avion pour aller voir ces glaciers. C'est une observation. Une autre observation, c'est en allant creuser un peu au niveau des motivations des voyageurs, on constate des motivations très intéressantes. Ils veulent témoigner d'un changement environnemental pour pouvoir en parler davantage avec les autres. Je crois donc que c'est une belle opportunité et on pourrait se servir de ces motivations comme un levier pour pouvoir adapter notre communication au sein d'une destination, pour utiliser ces régions comme une opportunité. Pour nous, c'était très intéressant et je vois que Carla a partagé dans le chat un lien vers ce concept du tourisme de la dernière chance et le chercheur qui a partagé cela.
Je l'ai vu dans la liste de participants, mais je crois qu'il a déjà dû partir. Mais c'est un autre sujet intéressant à explorer, en lien, je crois, avec les comportements. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup d'appels des cercles de tourisme responsable d'arrêter de publier ces destinations de la dernière chance et d'arrêter de les promouvoir. D'un point de vue comportemental, cela active cette peur de manquer. Donc, encore une fois, ce sont des personnes de manière générale qui seraient dans un segment de voyageurs assez responsables, mais ils sont motivés néanmoins de contribuer à cette empreinte qui génère ces dommages pour éviter de manquer ou pouvoir aller voir ces endroits. Donc, dans les médias de voyage responsable, c'est un grand enjeu et c'est une pratique très peu désirable pour promouvoir ce genre de destination. Oui, tout à fait. Je pense que cela fera partie des discussions et des débats à l'avenir concernant l'avenir du tourisme. S'il n'y a plus de questions de la part du public, je vais vous rappeler que les enregistrements seront disponibles ainsi que la présentation de Milena. En vous inscrivant au webinaire, j'espère que vous avez coché la case pour rejoindre notre liste de mailing. Et c'est au travers de cela que je vais vous envoyer toutes les informations. Nous allons préparer un résumé visuel comme nous avons fait pour le premier webinaire et cela va faire partie des documents envoyés en lien avec ce webinaire. Donc, encore une fois, je souhaiterais remercier Milena pour toutes les connaissances qu'elle partage avec nous. C'est tellement précieux. Nous sommes très contents de travailler avec Behavior Smart, avec vous, avec BIT qui suit ce webinaire également. Je remercie les interprètes et nos co-hôtes, toute l'équipe qui a organisé ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 19 janvier à 15 heures, heure de Paris. Avec BIT, nous allons rentrer en profondeur sur le comment faire, quelles sont les bonnes méthodologies à adopter pour faire face aux défis liés au tourisme, sur quoi se focaliser. N'hésitez pas à nous rejoindre donc pour ce troisième webinaire en janvier. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et nous allons rester en contact au travers des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au revoir.